Il y a des nuits où l'on ne dort pas. Pas à cause du bruit, ni de la chaleur, ni de ces pensées qui tournent comme des mouches autour d'une plaie. On ne dort pas parce qu'on écoute. On écoute la maison respirer, on écoute les mensonges qu'elle contient, on écoute le silence particulier d'un homme qui fait semblant de dormir à côté de vous depuis 3 ans. Corentin Vaudreuil faisait semblant depuis longtemps. Je le savais. Je ne l'avais pas toujours su, il m'avait fallu du temps, des détails accumulés comme des graviers dans une chaussure, pour comprendre que ce que je prenais pour de la maladresse était en réalité de la préméditation. Un ticket de restaurant oublié dans une poche. Un nom de femme prononcé trop naturellement. Une façon de répondre au téléphone dans la salle de bain avec la porte fermée à clé. Des choses minuscules, séparément inoffensives, qui ensemble formaient un tableau que je n'arrivais pas à regarder en face. Mais ce soir de novembre, un mardi, il faisait ce froid sec qui craque sous les semelles. Ce soir-là, j'ai regardé. J'étais rentrée plus tôt que prévu. Le cabinet dentaire de la rue Ségolène avait annulé ma dernière consultation et j'avais pris le métro ligne 7 avec dans la tête le vague projet de préparer une soupe de potimarron, quelque chose de chaud, d'ordinaire. En ouvrant la porte, j'avais entendu des voix. Corentin et son frère, Théobald. 2 voix que je connaissais aussi bien que les miennes propres. La voix grave et assurée de Corentin, celle de Théobald plus aiguë, avec cet accent du Quercy qu'il avait gardé malgré 20 ans passés à Paris. Je n'avais pas appelé. Je ne sais pas pourquoi. Un instinct peut-être, ou simplement la fatigue qui alourdit les gestes. Je me suis arrêtée dans l'entrée, manteau encore sur les épaules, clé dans la main. « Elle signe n'importe quoi, disait Corentin. T'inquiète, elle a jamais regardé un relevé de compte de sa vie. » Silence de Théobald. Puis, et si elle s'en rend compte ? De quoi ? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire ? Le compte est à mon nom. Le virement est légal sur le papier. T'as qu'à voir ça comme une donation anticipée. Un rire. Ce rire que j'avais cru pendant des années être la marque de sa désinvolture. Ce rire que je comprenais maintenant pour ce qu'il était vraiment. Du mépris. Du mépris pur, sans mélange, distillé avec soin depuis le premier jour. Je n'ai pas bougé. Mes pieds avaient pris racine dans le carrelage de l'entrée, ce carrelage en tomettes anciennes que j'avais choisi moi-même chez un artisan de Salerne, il y a 6 ans, quand nous avions acheté l'appartement et que je croyais encore que nous construisions quelque chose ensemble. 240 000 €, ça mérite qu'on fête ça, a dit Théobald. J'avais entendu claquer une bouteille, du champagne probablement. Ils aimaient le champagne, tous les deux. Surtout quand c'était moi qui le payais. 240 000 €, la somme exacte de ce que j'avais hérité de ma grand-mère Adélaïde 2 ans plus tôt. Adélaïde Marchepoix, née à Aurillac en 1931, morte à 89 ans avec la lucidité intacte et la conviction que l'argent devait rester dans les mains de ceux qui savent en prendre soin. Elle me l'avait dit la dernière fois que je l'avais vue à la maison de retraite des Glycines, avec ses mains qui tremblaient légèrement, mais son regard droit comme une lame. Gardons ça entre nous, Isoline, entre femmes. Je n'avais pas gardé ça entre nous. J'avais fait confiance à mon mari. Corentin avait proposé, quelques semaines après le versement sur mon compte personnel, de centraliser nos finances. Pour simplifier, avait-il dit, pour qu'on arrête de jongler avec 3 comptes différents. Ça m'avait semblé raisonnable. J'avais signé les documents qu'il avait posés devant moi, un soir où j'étais fatiguée, après une longue journée à soigner les dents des autres. Je n'avais pas lu. Je faisais confiance. Ce mot-là, maintenant, me brûlait la gorge comme de l'acide. 240 000 €. Virés sur le compte de Théobald, en une seule opération, un mardi de novembre, pendant que je prenais le métro ligne 7, avec dans la tête un projet de soupe de potimarron. Je suis sortie sans faire de bruit. Porte refermée, avec une douceur que je n'aurais pas cru possible. Dans l'escalier, j'ai laissé mes jambes me porter jusqu'au hall, puis jusqu'au trottoir, puis jusqu'au banc en fonte du square Amédée Larocque, à 100 mètres de là.
Je me suis assise. Le froid n'existait pas. Rien n'existait, sauf cette phrase qui tournait dans ma tête comme un disque rayé. 240 000 €. J'ai resté assise sur ce banc pendant 47 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé l'heure en arrivant et en repartant. C'est la seule chose que j'ai faite mécaniquement cette nuit-là. Tout le reste avait été calculé. Car en 47 minutes, assis sur un banc en fonte dans le froid de novembre, on peut construire un plan. Un plan solide, précis, avec des angles et des arêtes. Pas un plan de vengeance. Je n'aimais pas ce mot, qui sentait la passion et l'impulsivité. Un plan de récupération, de rétablissement de la vérité. Je suis rentrée. J'ai préparé la soupe de potimarron. Corentin est arrivé dans la cuisine 20 minutes plus tard, seul. Théobald était parti par la porte de service, manifestement. Il avait l'air satisfait. Cette satisfaction particulière des hommes qui viennent de conclure quelque chose qu'ils considèrent comme une bonne affaire. Il a regardé la casserole, puis moi, et il a dit « Bonne journée ?» « Ordinaire », j'ai répondu. Il s'est versé un verre d'eau. Il avait les gestes tranquilles, les gestes d'un homme qui ne se sait pas observer, qui croit être seul dans son propre film. Il a dit « J'ai fait un virement aujourd'hui pour aider Théobald avec son projet immobilier. » J'ai remué la soupe. « Ah bon? Combien ?» Il a hésité une demi-seconde, une seule. Quelques milliers, rien de significatif. Quelques milliers, 240 000 €. La différence entre ces deux réalités était si vaste que j'aurais pu m'y noyer. Mais je n'ai pas répondu. J'ai servi la soupe. Nous avons mangé face à face, dans la lumière jaune de la suspension en laiton que j'avais rapportée d'un marché aux puces à Châtellerault. Et Corentin m'a parlé d'une exposition sur les estampes japonaises qu'il voulait voir au Petit Palais. Et moi, je l'écoutais avec un visage parfaitement ordinaire, pendant que dans ma tête, je construisais, brique par brique, ce que j'allais faire dans les jours suivants. Il ne savait pas que je savais. C'était tout l'espace dont j'avais besoin. Le lendemain matin, je suis allée voir maître Ségolène Drouhard. Je la connaissais de loin. Elle avait géré la succession d'Adélaïde, et j'avais gardé sa carte dans le tiroir de mon bureau, avec la vague idée que ce genre de contact pouvait un jour servir. Ce jour était arrivé. Son cabinet se trouvait rue du 4 septembre, au 2e étage d'un immeuble haussmannien dont les moulures étaient précisément assez abîmées pour paraître authentiques. Elle m'a reçue sans rendez-vous, ce qui m'a surprise, puis m'a expliqué qu'elle avait eu une annulation. Le monde est plein de ces petites coïncidences qui ressemblent à des signes. Je lui ai tout raconté. Pas dans le désordre des émotions, j'avais pris le soin, sur le trajet en métro, de noter les faits dans mon téléphone dans un ordre chronologique et logique. Elle m'a écouté sans m'interrompre, les mains croisées sur le bureau, avec une attention qui m'a fait du bien, simplement parce qu'elle était réelle. Quand j'ai eu fini, elle a dit « Vous avez la voix de quelqu'un qui a déjà pris sa décision. » « Oui, j'ai dit. » Elle a hoché la tête. « Bien, alors voilà ce qu'il faut faire. » Ce qu'elle m'a expliqué ce matin-là m'a ouvert un territoire que je ne connaissais pas. Le territoire des recours légaux, des procédures d'urgence, des qualifications juridiques que le droit français applique à ce qu'on appelle communément, dans la langue ordinaire, une trahison. Le virement que Corentin avait effectué entrait dans la catégorie des actes de disposition frauduleux portant sur des biens communs ou détenus en indivision, car l'héritage d'Adélaïde, bien que reçu à mon nom, avait été intégré à un compte joint au moment de la signature des documents que j'avais paraphés sans lire. Ce qui m'avait semblé être une faiblesse, avoir signé sans réfléchir, pouvait devenir, paradoxalement, un argument de ma défense. La jurisprudence reconnaissait le vice du consentement dans les situations où l'un des époux avait sciemment tiré profit de l'inattention de l'autre. « Il faut agir vite », a dit maître Drouhard, « avant qu'ils aient le temps de disperser les fonds. » « Combien de temps nous avons ?» Elle a regardé sa montre. « Si vous signez aujourd'hui, je peux déposer la demande de saisie conservatoire cet après-midi. Avec un peu de chance et un juge disponible, le compte de votre beau-frère sera bloqué avant la fermeture des banques demain matin. »
J'ai signé. Ce soir-là, Corentin est rentré avec une bouteille de Bordeaux qu'il avait achetée chez le caviste du bas de la rue. Une bonne bouteille, un Pomerol, millésime 2015. Il l'a posée sur la table avec la fierté discrète des hommes qui croient encore que les gestes élégants compensent les actes bas. « On fête quelque chose ?» j'ai demandé. Il a souri. Ce sourire que j'avais mis des années à décrypter et qui signifiait exactement le contraire de la chaleur qu'il simulait. On peut fêter n'importe quoi. La vie, par exemple. La vie. J'ai débouché le vin. Nous avons bu. À un moment, entre le 2e et le 3e verre, il a posé son verre sur la table avec une délicatesse étudiée et il m'a regardé avec ses yeux gris que j'avais aimés. Vraiment aimés. Je n'allais pas me raconter d'histoire. Et il a dit « Tu sais, Isoline, j'ai réfléchi à notre avenir. » Moi aussi, j'ai dit. Il a souri encore. J'ai décidé que c'était mieux si on prenait chacun notre route, séparément. Je n'ai rien dit, je l'ai laissé continuer. L'appartement, on peut le vendre, on partage. Mais pour l'argent liquide, une pause. Une pause qu'il avait calculée. Je le voyais à la façon dont il retenait sa respiration. J'ai fait quelques ajustements, pour être honnête avec toi. Quels ajustements ? Et là, il a dit, avec ce sourire, avec ses yeux gris, avec la bouteille de Pomerol 2015 entre nous. Te voilà sur la paille, Isoline. L'argent de ta grand-mère, il est dans un endroit où tu peux plus y toucher. Je suis désolée, mais t'aurais dû lire ce que tu signais. J'ai pris mon verre. J'ai bu une gorgée lente. J'ai reposé le verre. Et j'ai dit, doucement, si doucement que je n'étais pas sûre qu'ils m'entendent. C'est vous qui n'avez plus rien. Il a froncé les sourcils. Pardon ? Toi et Théobald. Demain matin, quand vous irez regarder vos comptes, vous comprendrez. Il y a eu un silence. Le genre de silence qui a du poids, du volume, qui prend la place de l'air dans une pièce. Corentin me regardait avec, pour la première fois depuis longtemps, quelque chose qui n'était pas du mépris. C'était de la méfiance. Il ne savait pas encore quoi en faire. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il dit. « Bois ton vin », j'ai répondu. « Il est très bon. » Cette nuit-là, j'ai dormi. Pas d'un sommeil parfait, il y avait encore trop d'adrénaline dans le sang pour ça. Mais j'ai dormi d'un sommeil réel, horizontal, avec des rêves qui n'avaient rien de cauchemardesque. Je rêvais de la maison d'Adélaïde à Aurillac, de sa cuisine qui sentait la cire et la lavande, de ses mains qui découpaient des ketchs sur une planche en bois de cerisier. Elle me disait quelque chose, dans le rêve, mais je n'entendais pas les mots. Juste le ton, approbateur, calme, légèrement amusé. À 7h45, mon téléphone a sonné. Théobald. Je n'ai pas décroché. J'ai regardé le nom s'illuminer sur l'écran 3 fois de suite, puis s'arrêter. Puis Corentin a surgi dans la chambre. Il avait dormi dans la pièce d'amis, nous n'avions pas échangé un mot après la scène du dîner, et son visage avait une couleur que je ne lui avais jamais vue. Une blancheur particulière, presque verte aux tempes, le blanc des gens qui viennent de recevoir une mauvaise nouvelle sur laquelle ils n'ont aucune prise. « Qu'est-ce que tu as fait ?» répétait-il, mais cette fois, sa voix n'avait plus la texture de l'autorité. Elle était fissurée, creuse. « Le compte de Théobald est bloqué », j'ai dit, une saisie conservatoire, prononcée hier soir par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, en attendant le jugement sur le fond. Il a ouvert la bouche. Et le tien aussi, j'ai continué. Dans la mesure où le procureur a été informé de la qualification potentielle de détournement de fonds conjugaux, il y a également une enquête préliminaire ouverte. Ça, c'est Maître Drouard qui l'a expliqué hier après-midi. Tu te souviens de Maître Drouard ? Elle a géré la succession d'Adélaïde. Corentin s'est assis sur le bord du lit. Il s'est assis comme s'il ne l'avait pas décidé, comme si ses jambes avaient simplement cessé de fonctionner. Il avait dans les yeux quelque chose que je n'aurais pas su nommer 3 jours plus tôt, mais que je reconnaissais maintenant pour ce que c'était, la compréhension soudaine et totale d'avoir sous-estimé quelqu'un.
Tu peux pas faire ça, a-t-il dit. Mais c'était une phrase sans conviction, la phrase d'un homme qui sait que c'est déjà fait. C'est fait, j'ai confirmé. Les semaines qui ont suivi ont eu la texture particulière des choses irréversibles. Il y a une légèreté étrange dans l'irréversible. On n'a plus à peser les options, à hésiter, à se demander si on a bien choisi. C'est choisi, c'est en cours. On n'a plus qu'à laisser la machine tourner. La machine tournait bien. Maître Drouard avait une façon de conduire les dossiers qui m'inspirait une admiration que je n'aurais pas attendue. Pas l'admiration émotionnelle qu'on ressent pour quelqu'un qui vous sauve, mais l'admiration technique, presque artisanale, qu'on éprouve devant quelqu'un qui maîtrise parfaitement son outil. Elle connaissait chaque article, chaque précédent jurisprudentiel, chaque angle d'attaque et chaque parade possible. Elle anticipait les mouvements de l'avocat de Corentin, un certain maître Fenouillet, réputé dans les divorces conflictuels, avec une précision qui m'avait rappelé, étrangement, les parties d'échecs que mon père m'avait apprises quand j'avais 10 ans dans notre appartement de Roubaix. Ils vont essayer de plaider la gestion commune de patrimoine, m'avait-elle prédit lors de notre 3e réunion. Que vous étiez au courant, que vous avez participé aux décisions. Et vous allez répondre quoi ? Je vais leur demander de produire un seul email, un seul SMS, un seul document où vous exprimez votre accord avec ce virement spécifique. Ils ne pouvaient pas en produire, parce qu'il n'en existait pas. L'audience principale a eu lieu un jeudi de janvier, dans une salle du tribunal judiciaire qui sentait le vieux bois et le café froid. J'étais assise à la gauche de Maître Drouard, dans un tailleur gris que ma mère m'avait offert pour mes 40 ans, et que je n'avais jamais porté parce que Corentin avait dit qu'il me vieillissait. Ce jour-là, je l'avais sorti du fond de l'armoire avec une satisfaction particulière. Corentin et Théobald étaient de l'autre côté, séparés de nous par l'allée centrale. Théobald ne m'avait pas regardé en entrant. Corentin, si, avec un regard que j'avais déchiffré en une fraction de seconde. Il espérait encore que je regrette, que je recule, que je négocie. Il me connaissait mal. Ou plutôt, il avait cru me connaître, ce qui est différent. Le jugement a confirmé la saisie conservatoire et ordonné la restitution intégrale des fonds sur un compte séquestre dans l'attente du jugement définitif. L'enquête pénale suivait son cours séparément. Maître Drouard m'avait expliqué que les qualifications retenues pouvaient aller jusqu'à l'abus de confiance aggravé, avec des peines potentielles que je n'allais pas m'attarder à détailler ici, mais qui avaient manifestement eu l'effet de rendre Théobald inhabituellement silencieux depuis le début de la procédure. En sortant du tribunal, dans la lumière froide de janvier, Maître Drouard m'a dit « Vous savez ce qui m'a aidé dans ce dossier ? » Quoi ? Que vous soyez rentré tôt ce soir-là. J'ai pensé à la consultation annulée, au potimarron, au métro ligne 7. Le hasard, j'ai dit. Elle a secoué la tête. Non, vous avez su écouter, c'est différent. Il y a une chose que je n'ai dite à personne, pas même à Maître Drouard. Le soir où j'étais assise sur le banc en fonte du square Amédée Larocque, dans le froid de novembre, dans les 47 minutes entre le moment où j'avais entendu la vérité et le moment où j'étais rentrée préparer la soupe, pendant ces 47 minutes, j'avais failli partir. Pas fuir, pas disparaître, juste partir. Prendre un sac, attraper un train, aller quelque part où personne ne connaissait mon nom. Là où ni Corentin, ni Théobald, ni l'appartement aux Thaumettes de Salerne n'existeraient plus, même en pensée. Ce qui m'avait retenu, ce n'était pas la colère. La colère, je l'avais traversée rapidement, une bouffée brève, presque physique, comme un coup de soleil. Ce qui m'avait retenu, c'était quelque chose de plus froid et de plus durable. C'était la certitude qu'Adélaïde, dans sa maison d'Aurillac, avec ses mains qui tremblaient et son regard droit, n'aurait pas fui. Elle aurait regardé la situation en face, elle aurait compté ses atouts et elle aurait joué. Alors j'avais joué. Aujourd'hui, l'appartement aux Thaumettes est en vente.
J'ai trouvé une location meublée dans le 11e arrondissement, une surface modeste mais lumineuse, avec une fenêtre qui donne sur un arbre, un platane, je crois, qui commence à reverdir maintenant que le printemps arrive. Je travaille toujours dans le cabinet de la rue Ségolène. Je soigne les dents des gens avec la même application qu'avant, peut-être même plus, parce que je comprends mieux maintenant ce que c'est que de réparer ce qui a été négligé. L'argent d'Adélaïde est revenu. Pas encore dans ma poche. Les procédures ont leur temporalité propre, leurs délais incompressibles, leurs méandres administratifs. Mais il est là, dans un compte séquestre, et il reviendra. Maître Drouard m'a dit que la probabilité était excellente. Je n'attends plus rien de Corentin. Cette phrase, il y a 6 mois, m'aurait semblé une forme de défaite. Ne plus rien attendre d'un homme qu'on a aimé, c'est reconnaître que quelque chose est mort. Mais j'ai compris, dans ces mois qui ont passé, qu'il ne peut y avoir de défaite là où il n'y a pas eu de combat loyal. Ce qui s'était passé entre nous n'était pas un combat, c'était une illusion, soigneusement entretenue par un homme qui avait confondu la confiance avec la naïveté et la tendresse avec la faiblesse. Il s'était trompé sur tous les points. La dernière fois que j'ai vu Théobald, c'était par hasard, dans une station de métro. Il était sur le quai opposé, il attendait sa rame, il regardait son téléphone. Il m'a vu. Pendant une seconde, ni lui ni moi n'avons bougé. Puis la rame est arrivée de son côté, et il est monté dedans, et la rame est repartie, et c'était terminé. Je n'ai ressenti ni satisfaction, ni tristesse. Je n'ai ressenti rien de particulier. Ce vide propre qu'on éprouve quand quelque chose est vraiment fini. Adélaïde m'avait dit « L'argent, ça se garde, mais surtout, ça s'utilise bien. » J'avais mis du temps à comprendre ce qu'elle voulait dire. Je comprends maintenant. L'argent, c'est un outil. La lucidité aussi. Et la patience. Et la capacité à rester assise 47 minutes sur un banc froid sans s'effondrer, à rentrer, à préparer la soupe, à attendre le bon moment. Tout ça, c'était à moi. Ça l'avait toujours été. Corentin pouvait virer des comptes. Il ne pouvait pas virer ce qui n'y était pas déposé. Dehors, le platane reverdit. Je regarde l'arbre pousser et je recommence. Si cette histoire vous a touché, likez et abonnez-vous. La suite arrive très bientôt.